À demain, Raphaël. Emmanuel, on parlera de Star Wars au moment de la pub. On vous reçoit Sébastien Habis ce matin. Bonjour, bienvenue Sébastien, directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. On va parler avec vous échanges commerciaux et accords notamment avec l'Inde. On ne veut pas du Mercosur avec l'Amérique latine, mais peut-être qu'il faudrait essayer de trouver des accords de libre-échange avec l'Inde. Il y a Friedrich Merz qui est allé en Inde ces derniers jours pour essayer de faire avancer les accords avec l'Inde. Qu'est-ce qu'on a à gagner, nous, Européens, de faire un accord commercial avec les Indiens ? Bon, l'Union européenne continue son développement d'accords de libre-échange avec des partenaires du monde entier. Il y a une dynamique ces dernières années, Chili, Indonésie, Malaisie, Philippines, Vietnam, Mexique, Singapour, Émirats arabes unis, Mercosur et Inde, pour ne prendre la liste des pays qui sont concernés par cette dynamique de nouveaux traités depuis les 5 dernières années, ou en tout cas dans les prochains mois, dans le cas de l'Inde, puisque l'Inde, en fait, c'est une vieille discussion. Elle a été lancée en 2007, elle a été stoppée en 2012, elle a été relancée en 2022, très fortement en février dernier par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lors de sa grande bilatérale avec Narendra Modi. Et c'est vrai que l'objectif serait de conclure en 2026. Alors, qu'est-ce qu'on a à gagner ? Évidemment, l'Inde, c'est le premier marché mondial par sa population, 1,4 milliard d'habitants, une population jeune, une économie très dynamique, des productions indiennes dont nous avons besoin. Je prends par exemple le cas des médicaments, où l'Inde est très forte. Et puis, évidemment, l'Inde a quelques dépendances. Et donc, l'Europe y voit potentiellement des opportunités commerciales. Vous avez vu comment ça s'est passé avec le Mercosur. Vous n'avez pas peur qu'on se retrouve frontalement avec des concurrences? Là, on a vu quelle place avaient pris les éleveurs bovins dans le débat. Ça ne pourrait pas être pareil avec l'Inde ? Si, absolument. Il y a une variable agricole qu'il ne faut pas sous-estimer dans ce dossier-là, puisque l'Inde est un géant agricole. Vous avez la moitié de l'emploi officiel en Inde. Oui. C'est de l'emploi agricole, c'est encore 15 à 20% du PIB de l'Inde. Donc l'Inde a des grandes sensibilités en la matière. D'ailleurs, ça fait 20 ans que l'Inde bloque les accords multilatéraux à l'OMC parce que le volet agricole est très sensible. Et donc ce cycle de Doha qu'on avait lancé en 2001, qui n'a jamais abouti, l'Inde a vraiment été protagoniste du blocage. Donc l'Inde a des sensibilités sur le dossier. Et côté européen, évidemment, quand on regarde le dossier agricole, on est hyper attentif sur le dossier indien parce qu'il y a plus à perdre qu'à gagner potentiellement. On peut peut-être vendre des alcools, des semences, quelques machines, encore que, mais surtout l'Inde est un géant sucrier. Ce qui est déjà un point de faiblesse actuellement en Europe. Et puis en viande bovine, évidemment, c'est un pays qui produit beaucoup. C'est le 5e producteur mondial de viande bovine. C'est le 4e exportateur. Il pourrait rentrer dans le top 3 parce qu'il s'organise. L'Inde, depuis quelques années, s'organise pour avoir une filière à l'export extrêmement compétitive. Il faut rappeler qu'évidemment, 80% de la population indienne est hindoue. La consommation de viande bovine ne se fait pas. Mais au-delà du marché local pour les autres populations, l'Inde exporte énormément et a bien en tête qu'en Europe, l'élevage ne se porte pas bien, il y a un vieillissement des éleveurs et qu'il y a peut-être de la place à prendre. Annalisa. Il y a un pays qui a pris en main le dossier du côté européen, c'est l'Allemagne. Pourquoi les Allemands poussent autant pour cet accord ? Bon, l'Allemagne, en fait, elle est de plus en plus nationaliste dans sa diplomatie économique depuis 2022. Je pense qu'il faut en parler aujourd'hui. Pourquoi 2022 ? Parce qu'en 2022, vole en éclats le triangle magique d'Angela Merkel, dont elle avait hérité déjà de Schröder, c'est-à-dire j'ai le parapluie américain pour ma sécurité, j'ai un grand marché commercial avec la Chine et j'ai mon fournisseur énergétique avec la Russie. Bon, ce triangle-là vole en éclats en 2022. Évidemment, que ce soit hier Scholz ou le chancelier Merz aujourd'hui, il ne s'agit pas de rompre complètement avec les États-Unis et avec la Chine, mais de diversifier les partenariats commerciaux, surtout à un moment où l'économie allemande ne va pas très bien. Ces forces de frappe industrielles habituelles, dont l'automobile, sont en petite dynamique faible, disons, et perdent des parts de marché par rapport à la Chine. Donc l'Inde est vue comme une opportunité. Et c'est vrai que le chancelier allemand est allé en visite bilatérale en Inde et a plusieurs fois déclaré pendant ces 48 heures de visite que cet accord entre l'Europe et l'Inde de libre-échange devait absolument être signé prochainement, invitant sa compatriote allemande von der Leyen
à accélérer le rythme pour conclure cet accord, de la même manière que l'Allemagne pousse pour le Mercosur. Et là, on voit bien qu'entre Paris et Berlin, le couple, en fait, ne passe pas ses nuits ensemble. Mais comment on explique à la France, parce que c'est surtout notre sujet à nous, désormais, où toute la classe politique, droite comme gauche, est contre le libre-échange, que ça peut avoir un intérêt? On a l'impression que le discours ne passe plus en France. Alors c'est vrai qu'il y a un débat très hexagonal actuellement sur les dossiers européens d'accords de libre-échange. On a un contexte français global, disons, qui conditionne beaucoup les états d'esprit de certains. Et c'est vrai que dans les extrêmes politiques, on a tendance aujourd'hui à rejeter le commerce, l'international, ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et on voit que ça gangrène de plus en plus sur d'autres terrains de jeu, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a peur des accords commerciaux. Alors moi, je pense, depuis un an, je l'avais dit sur le Mercosur, y compris, je crois, chez vous, il y a une question de synchronisation. On voit que l'Europe, en fait, a du mal à freiner cette dynamique libre-échangiste, alors que le monde remet des taxes, si on pense aux États-Unis, est hyper protectionniste, défend ses intérêts. Et le monde a plutôt tendance à se fermer depuis 5 ans et l'Europe veut rester très ouverte. Pourquoi pas? Mais on voit bien que l'Europe, aujourd'hui, a perdu de la crédibilité stratégique en interne et en externe. En interne, les populations, les sociétés, certains secteurs d'activité redoutent que l'Europe soit capable de faire respecter les textes des accords qu'elle signe. Il faut dire qu'aujourd'hui, le droit international vole vite en éclats aux yeux de certains. Et à l'extérieur, on voit que l'Europe, en fait, n'est pas compacte, n'agit pas comme une puissance extrêmement déterminée. Il y a des divisions internes. Et donc, on voit bien que les grandes puissances dans le monde jouent sur cette cacophonie aussi interne européenne pour montrer que l'Europe, finalement, s'il faut lui faire plier bagage et dire non, on s'était mis d'accord sur ça, mais on passe outre parce que vous avez besoin de nous, on sera capable de négocier avec Bruxelles. Merci beaucoup Sébastien Bis d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.